Le suaire de Turin, une relique mystérieuse. Pour beaucoup, on peut y voir le véritable visage du Christ. De nombreux fidèles, s'ils le voyaient, sauraient au fond de leur cœur qu'il a appartenu au Christ. Selon certains, il s'agirait du linge qui a servi à recouvrir le corps du Christ après sa mort. Je suis convaincu que nous avons affaire au véritable linceul de Jésus. Le monde scientifique est pourtant catégorique sur son origine. La manière dont l'image s'est formée est aussi mystérieuse que l'existence même du suaire. Dans les années 1980, des tests scientifiques ont établi que le suaire était une contrefaçon datant du XIVe siècle. C'est au milieu du XIVe siècle que le monde chrétien occidental a appris l'existence du suaire. Mais un homme est convaincu que pour connaître la vérité, d'autres examens sont nécessaires. Quand j'ai vu le suaire pour la première fois, j'ai éprouvé un sentiment d'infini. Le professeur a consacré sa vie entière au suaire de Turin. Mais sa ténacité et sa foi lui permettront-elles de prouver qu'il s'agit du véritable linceul mortuaire du Christ ? Turin, Italie, 1968. Un jeune garçon du nom de Giulio Fanti est en vacances avec ses parents. Dans son guide touristique, il a entouré les lieux qu'il voudrait visiter. Quand j'avais 12 ans, je suis allé à Turin. J'ai lu dans un guide touristique que le suaire se trouvait dans cette ville. J'étais très curieux et je suis allé directement à la chapelle. Mais le jeune garçon est déçu par sa visite. Quand je suis entré dans l'église, on m'a dit que le suaire n'était pas exposé au public. On ne pouvait pas le voir. En réalité, le suaire est très rarement présenté. Il est conservé à l'abri dans la chapelle, dans un coffre climatisé. Il n'y a eu au cours du XXe siècle que 4 ostensions du suaire. Ça fait en moyenne une fois tous les 25 ans. S'il n'a pu voir de ses yeux la relique, cette expérience marque profondément le jeune Giulio Fanti. J'ai dû me contenter d'acheter une carte postale du suaire de Turin que j'ai pu accrocher au mur de ma chambre. Ainsi naît une fascination pour l'objet mystérieux qui ne le quittera jamais. Jérusalem, en 33 après Jésus-Christ. Jésus est accusé de blasphème et condamné à mort par crucifixion. Il est également torturé, fouetté, coiffé d'une couronne d'épines, cloué à la croix. Quand il succombe, son corps est placé dans un tombeau. Les évangiles racontent qu'il a été enterré dans une toile de lin propre. Jean donne de nombreux détails sur les linges qui ont été utilisés pour l'inhumation de Jésus. 3 jours plus tard, des disciples de Jésus inspectent sa sépulture, mais son corps n'y est plus. Seul reste son linceul. L'évangile selon Jean raconte que Jean et Pierre ont couru vers le tombeau. Pierre est entré et a aperçu les linges et le suaire.
Puis on peut lire cette phrase merveilleuse. Il vit et il crut. Pierre a donc vu quelque chose d'important. S'agit-il de l'image du Christ imprimée sur le suaire? Nombreux sont ceux qui estiment que le suaire de Turin est le véritable linceul du Christ. Fanti apprend que son authenticité est pourtant le sujet d'une vive controverse. Le suaire est un objet qui suscite la controverse. Parce que, d'une part, il est intéressant d'un point de vue scientifique, mais d'autre part, il est fascinant d'un point de vue religieux. C'est l'origine même du suaire qui demeure mystérieuse. En effet, son apparition soudaine au Moyen Âge semble suspecte. Au milieu du XIVe siècle, la relique est apparue au cours d'une exposition dans la ville de Lirey, en France. Elle semble être sortie de nulle part. Aucune explication n'est fournie sur son origine. En tout cas, aucune dont on ait gardé la trace. En consultant les registres historiques, Fanti apprend que le suaire est alors devenu une réplique très populaire et courue par les pèlerins. Mais la discorde règne au sein même de l'Église. Nombreux sont ceux qui doutent de son authenticité. L'évêque d'une ville voisine rédige une lettre pour faire part de ses suspicions au pape. La lettre datant de 1389 de l'évêque de Troyes au pape Clément est un document capital. L'évêque Pierre d'Arcy y suggère qu'il a connaissance d'une enquête menée 30 ans plus tôt par son prédécesseur Henri de Poitiers. Ce dernier aurait identifié le peintre responsable de la contrefaçon et aurait dressé un procès verbal attestant que le suaire était un faux. Si dans un premier temps, il est troublé par le scepticisme de cet homme de Dieu, Fanti comprend rapidement que des raisons cachées expliquent peut-être l'attitude de l'évêque. On est en droit de se poser la question de son intérêt personnel. Il devait préférer que les pèlerins assistent aux ostensions de ces reliques dans ces églises. Les sceptiques considèrent que ces reliques, comme le suaire de Turin, ne sont que des objets manufacturés, destinés à répondre à la demande des pèlerins. Fabriquer des reliques était une industrie florissante à l'époque médiévale. Il existe aujourd'hui assez de fioles en Europe contenant les larmes du Christ pour faire flotter le Titanic. Une relique qui renfermerait en son sein les derniers moments du Christ, juste avant la résurrection, serait sans aucun doute une prodigieuse attraction. Le suaire de Turin est une relique de première importance. En effet, elle est directement reliée au Christ. Donc, en termes bassement financiers, c'est une relique de grande valeur. L'église qui abriterait une telle relique dynamiserait sans aucun doute l'économie de toute une région. Une des plus grandes sources de revenus des églises provenait des donations des pèlerins. Les pèlerins se logeaient et dépensaient leur argent. Donc la qualité et la valeur des reliques de chaque ville déterminaient le volume de l'activité touristique entraînée par l'arrivée des pèlerins. Les suspicions vis-à-vis du suaire de Turin vont durer pendant longtemps encore. Au XIXe siècle, 500 ans plus tard, il est encore couramment admis qu'il s'agit d'un objet médiéval. Les chrétiens du monde entier le considèrent alors comme une curiosité réconfortante. Nous sommes à Turin en 1998. Depuis sa visite lorsqu'il était enfant, Giulio Fanti est devenu professeur d'ingénierie. « 30 ans après sa première révélation,
il revient à Turin. Mais cette fois, il peut admirer la relique de ses propres yeux. La première fois que je l'ai vu lors de l'ostension de 1998 reste pour moi un souvenir mémorable. J'avais déjà commencé mes recherches sur le suaire. Et je voulais m'assurer qu'il était authentique. Le professeur voudrait dédier sa vie à la découverte de la vérité. Il veut percer le secret du suaire. Mais avant de se lancer, il souhaite obtenir l'approbation du Seigneur. J'ai posé la question à l'homme dont l'image se trouvait en face de moi. J'ai regardé longuement le suaire et j'ai eu une réponse très claire. Une réponse très personnelle que j'ai ressentie au plus profond de mon être. C'était limpide. Cette expérience religieuse inspire le professeur Fanti qui décide de consacrer sa vie au suaire. Il concentre ses recherches sur l'histoire moderne de la relique. À la fin du XIXe siècle, une percée notable a eu lieu. C'est en 1898 qu'ont commencé les premiers tests scientifiques sur le suaire. Un photographe italien se voit offrir, à sa grande surprise, une opportunité exceptionnelle. Secondo Pia a pris le premier cliché de la relique. Sa première tentative est un échec. Ses négatifs sont malheureusement sous-exposés. Mais 3 jours plus tard, il est autorisé à retenter sa chance. L'image qu'il obtient va bouleverser la perception du suaire à travers le monde. En regardant le négatif, j'ai compris que je voyais l'image du suaire telle que la voient habituellement les yeux humains. Il y avait des zones blanches et des ombres plus sombres, plutôt que l'inverse. Cette nouvelle vision du suaire, telle que le montrerait une vraie photographie, a suscité un immense enthousiasme. Après être devenu une simple curiosité, presque tombée dans l'oubli, le suaire est à nouveau considéré comme une relique chrétienne de premier ordre. Il existe de nombreux linges qui représentent le visage du Christ d'une manière ou d'une autre, comme le voile de Véronique par exemple. Le suaire de Turin était une relique parmi d'autres. Mais la photographie de Secondo Pia l'a propulsé sur le devant de la scène. Des siècles plus tard, le débat sur l'authenticité du suaire est relancé. Les chrétiens du monde entier reprennent espoir. La relique serait-elle le véritable linceul du Christ ? Nous sommes à Turin en 1978. Le Vatican autorise un groupe d'experts américains, baptisé le STURP, à conduire les premières expériences scientifiques sur le suaire. Le STURP, le Shroud of Turin Research Project, est une organisation à but non lucratif créée dans le but d'étudier scientifiquement le suaire de Turin. L'organisation s'est fixé un seul but, découvrir la vérité sur la nature de la relique. C'est le STURP qui a conduit les recherches les plus déterminantes d'un point de vue scientifique. Les experts sont conscients de la portée historique de leurs recherches. Ils attendaient ce moment depuis des mois. On nous a remis le suaire, enveloppé de soie rouge, directement au laboratoire du Royal Palace.
Ensuite, elle a été préparée avant d'être soumise à la première batterie de tests scientifiques. Les expériences ne doivent pas durer plus de 5 jours. L'équipe se relaie pour mener jour et nuit le plus de tests possible. À tour de rôle, ils dorment ou conduisent de nouvelles expériences. Le protocole incluait des photographies scientifiques, des clichés en couleur, puis en noir et blanc. Il y avait aussi de la photographie microscopique et des mesures de fluorescence sous rayon X, au cours desquelles on observe le rayonnement caractéristique de chaque atome, les émissions de rayons X et leur signature spectrale. Le temps presse. Après avoir utilisé le matériel de pointe, l'équipe a recours à des méthodes plus rudimentaires. On a prélevé des échantillons avec du ruban adhésif spécial, non contaminant, collé avec un dérouleur qui calibrait très finement la pression appliquée sur le tissu. On a ainsi pu récupérer des particules du suaire. Après 120 heures d'expérimentation, il est temps de rendre le suaire. La relique retrouve sa place dans la chapelle pour 10 ans. Nous sommes dans le Colorado, aux États-Unis, en 1981. Voilà 3 ans que le STURP a été créé. John Jackson et son équipe s'apprêtent enfin à publier les résultats de leurs expériences. Nous nous étions donné 3 ans. Nous étions tenus au secret pour éviter que ne soient divulguées des informations à moitié vérifiées. 3 ans plus tard, en 1981, nous avons tout publié en bloc. Ce n'était pas pour faire dans le sensationnel. Nous avons estimé que c'était la manière la plus responsable d'agir. Pour le professeur Fanti, les résultats sont confondants. Le STURP a mis à l'épreuve la théorie selon laquelle l'image du défunt aurait d'abord été dessinée. Ensuite, pour simuler ses blessures, de la peinture rouge aurait été ajoutée. Mais les experts sont catégoriques. Il ne s'agit pas de peinture, mais bien de sang humain. Les traces de sang étaient des incrustations de couleur rouge sur la partie supérieure du suaire. Un faussaire aurait-il alors créé ces incrustations de couleur pour fabriquer les taches de sang des blessures? Fanti n'en est pas convaincu. Il constate que la distribution des auréoles sur le tissu ensanglanté correspond exactement aux blessures reçues par le Christ pendant la crucifixion. Une blessure sur le flanc et des centaines de coupures et de lacérations provoquées par les coups de fouet des Romains. Sur toute la surface, mais en particulier sur cette partie de l'image dorsale, on aperçoit des taches de sang au niveau des coups de fouet. Il y a 300 blessures de fouet sur tout le corps. Il n'y a aucune preuve qu'un artiste ait contrefait ces traces de sang. Mais un peintre aurait-il pu peindre astucieusement l'image du corps? S'il s'agit de l'œuvre d'un faussaire, alors la peinture déposée par le pinceau aurait pénétré dans la fibre du linceul. Mais l'examen du STURP a révélé que l'image était uniquement présente sur la surface du tissu. Il n'y avait pas de pigment en profondeur pour former l'image du corps. Le dessin du corps n'était visible que sur la surface du linceul. La couleur semble ne pas avoir pénétré à l'intérieur de la fibre. Le professeur aimerait confirmer lui-même les conclusions du STURP. Il observe au microscope l'image du suaire. Fil par fil. Afin de comprendre les bizarreries repérées sur le suaire, il a été agrandi 300 fois
jusqu'à obtenir ce modèle. Ce modèle représente un fil du suaire. Et chaque fil est constitué de multiples fibres. Sur ce modèle, on voit une centaine de fibres. Certaines sont colorées, comme les fibres rouges, et d'autres non, comme celle-ci. S'il avait été peint, le fil aurait été entièrement coloré. Mais seules les fibres externes sont imprégnées. C'est une tâche presque impossible pour un peintre. Il faudrait qu'il dispose d'un pinceau dont la pointe est plus fine que la largeur d'une fibre, c'est-à-dire environ 15 microns. Le professeur est convaincu que l'image est trop superficielle pour avoir été produite par un peintre faussaire. S'il avait utilisé un pinceau, il aurait dû peindre devant et derrière la fibre, sans toucher les autres fibres. Il aurait fallu colorer des millions de fibres, une à une, pour obtenir ce résultat. C'est impossible. Pour le professeur, le Sturp a démontré que selon toute vraisemblance, le suaire n'est pas une contrefaçon. Mais s'agit-il pour autant du véritable linceul du Christ? Le Vatican, Rome, 1988. 10 ans après les expériences du Sturp, les communautés scientifiques et religieuses exigent que soit effectuée une datation au radiocarbone. Des voix s'élèvent pour réclamer une réponse claire. Le suaire date-t-il de l'époque du Christ? Mais l'Église catholique semble faire la sourde oreille et refuse. Elle affirme que pour réaliser le test, il faudrait couper le suaire et en brûler une partie. Après de longues négociations, le Vatican accorde sa bénédiction à la datation. C'est une méthode de datation pour les organismes vivants. Vous devez extraire des molécules de carbone, celles dont vous êtes sûr qu'elles étaient présentes à la création de l'objet. Dans le cas d'un textile, il s'agit des fibres de coton ou de lin qui ont servi à sa fabrication. Et la datation évalue la manière dont ces fibres ont vieilli. Le 21 avril 1988, le suaire est découpé sous la supervision de l'Église. Les échantillons sont répartis dans 3 laboratoires différents. À Tucson, en Arizona, à Oxford, en Angleterre, et à Zurich, en Suisse. En général, quand on cherche à dater un objet, on ne l'envoie qu'à un seul laboratoire. Mais dans une affaire aussi controversée, il est préférable de demander à plusieurs laboratoires d'effectuer une datation de manière indépendante pour s'assurer que les résultats sont cohérents. Les résultats sont tenus secrets jusqu'au 13 octobre. Ce jour-là, les conclusions de l'analyse sont rendues publiques en fanfare. Le suaire est un faux. Le résultat était très clair. L'échantillon datait du Moyen Âge et la marge d'erreur était d'environ un siècle. Les 3 laboratoires sont parvenus à la même conclusion avec une marge d'erreur de seulement 5%. Le suaire date du XIIIe ou du XIVe siècle. Franti est accablé par la nouvelle. Je me souviens avoir lu dans de nombreux journaux, et même en une de certaines publications, que le suaire était une contrefaçon. Pour les chrétiens du monde entier, ces résultats sont une cruelle déception. Immédiatement après la publication des résultats, beaucoup se sont dit « Ne nous occupons pas de ce suaire.
C'est un objet intéressant, certes, mais il date de l'époque médiévale et il n'est pas directement relié à Jésus. Tous ceux qui osent contester les résultats de la datation sont ridiculisés. Depuis la datation au carbone 14, les gens qui croient que le suaire est authentique sont considérés comme des ignares. Donc, quand on veut préserver sa réputation en tant que professeur, porter son attention à l'examen du suaire peut s'avérer quelque peu problématique. Mais le professeur Fanti n'a que faire du regard de ses confrères. Depuis qu'il a vu le suaire alors qu'il n'était qu'un enfant, il s'est promis de faire tout ce qui était en son pouvoir pour en percer les mystères. Nous sommes à Padoue, en Italie, en 1998. Voilà 10 ans que la datation au carbone 14 a prouvé une fois pour toutes que le suaire était un faux. Mais Fanti continue de penser que le linceul n'est pas l'œuvre d'un peintre faussaire. Selon lui, les explications universellement acceptées sont incomplètes. Il veut chercher plus loin. Quand j'ai lu tout ça, je n'ai pas été convaincu pour autant. Quelque chose en moi me disait que le suaire était authentique. Fanti est prêt à poursuivre ses recherches par lui-même. Mais il sait qu'il doit, par-dessus tout, prendre garde à ne pas laisser ses propres croyances déteindre sur son travail scientifique. Il fallait adopter une méthode claire et précise, en séparant autant que possible les aspects scientifiques des aspects religieux. C'est cette méthodologie que j'ai suivie depuis le début. Fanti soupçonne qu'il y a eu, lors de la datation, une erreur de manipulation qui a entaché les résultats. Il considère qu'au cours de son histoire, le suaire a peut-être subi une dégradation ou une altération. 1532. Le suaire est conservé dans le château des Ducs de Savoie à Chambéry, dans les Alpes. Mais une nuit, un feu se déclare dans la chapelle. En 1532, s'est produit la seule dégradation du suaire dont nous ayons connaissance. Il y a eu un terrible incendie dans la chapelle. Le suaire était alors conservé dans un reliquaire en argent fermé à clé. Plusieurs personnes tentèrent frénétiquement de sauver le suaire des flammes. Mais lorsqu'elles sont enfin parvenues à briser les vitres du réceptacle, la chaleur avait fait fondre l'argent. Le suaire avait été calciné par endroits et les trous sont encore visibles de nos jours. Le suaire survit à la catastrophe. Tout est alors mis en œuvre pour le réparer dans les plus brefs délais. Bien entendu, le fil employé pour le repriser n'est pas d'époque. Immédiatement après l'incendie, le suaire a été confié à un ordre de nonnes. Elles l'ont réparé. Elles ont reprisé les parties qui étaient juste à côté de l'image du Christ. Elles ont même dû retisser certaines fibres qui avaient été endommagées. Le professeur envisage une hypothèse simple. Peut-être l'échantillon daté au radiocarbone contenait-il des fibres médiévales, ce qui aurait immanquablement altéré le résultat. Oxford, en Angleterre. C'est ici que se trouve, au sein d'un laboratoire universitaire de recherche, la Oxford Radiocarbon Accelerator Unit, une des équipes qui a testé l'échantillon du suaire en 1988. Les experts se seraient-ils trompés? Les échantillons ont malheureusement été détruits. Mais le laboratoire a conservé des photographies prises avant l'expérience. Tout comme Giulio Fanti, Pam Moon a émis des réserves sur la validité des résultats et a demandé au laboratoire de rendre publics ces clichés.
Elle souhaite examiner la face avant et la face arrière du suaire. Ces photographies réalisées à Oxford ont été très utiles parce qu'elles sont de très bonne qualité et que l'on y voit très bien les détails. Le laboratoire accepte de publier tous les clichés pris à l'occasion. En scrutant minutieusement les épreuves, Pam Moon détecte un détail inhabituel. Au premier coup d'œil, le suaire semble être en très bon état, mais on dirait qu'il y a comme une ombre. Le cliché de la face arrière du suaire indique qu'il ne s'agit pas d'une ombre. Ce qui ressemblait à une ombre était en réalité une tache profonde qui recouvrait la totalité de l'échantillon. On voyait qu'il s'agissait d'un tissage manuel, une réparation presque invisible. La maille n'était pas uniformément tendue. La chaleur l'avait resserrée par endroits. Donc, c'était la preuve que l'échantillon avait été contaminé. Fanti, s'appuyant sur la découverte de Pam Moon, remet en question l'exactitude de la datation au carbone 14. Il souhaiterait que l'expérience soit reconduite, mais c'est impossible. Les échantillons d'origine ont disparu et le Vatican refuse de donner le moindre fragment du suaire depuis des années. Après la datation au carbone 14, ils ont interdit toute expérience sur le suaire. On ne pouvait plus rien faire. Le professeur Fanti est dans l'impasse. Sans le matériau d'origine, il ne peut mener de nouvelles expériences. Mais existe-t-il une autre manière de découvrir l'âge du suaire ? Il décide d'approfondir ses recherches historiques. Il découvre une illustration du suaire antérieure à son apparition au XIVe siècle. Dans un ouvrage hongrois, appelé le Codex Prey, se trouve une illustration représentant le Christ étendu sur un drap sépulcral en chevron, le tissage typique du suaire. Sur le dessin du livre, Fanti remarque 4 taches circulaires. Elles sont identiques aux marques présentes sur le suaire de Turin. Le Codex Prey date du XIIe siècle, c'est-à-dire au moins 100 ans avant la datation au carbone 14 de la relique. Cela signifie qu'il est possible qu'elle ait existé bien avant le XIVe siècle. La datation est donc peut-être erronée. Fanti se plonge dans d'autres manuels et découvre de nombreuses représentations de tissus semblables au suaire dans les archives historiques. On sait qu'il existe des images qui ressemblent au suaire depuis le VIe siècle. Il existe même des représentations semblables sur des pièces datant de 500 après Jésus-Christ. Ces pièces représentent le visage du Christ et il est très similaire à celui que l'on peut voir sur le suaire. Pour Fanti, tous ces éléments sont autant de preuves qui permettent d'affirmer que le suaire existait avant le Moyen-Âge. Il a même la conviction que le suaire date de l'époque du Christ. Mais peut-il étayer son intuition avec des preuves scientifiques ? La ville de Padoue abrite l'une des plus prestigieuses universités d'Italie. Pour le professeur, la meilleure manière de mener à bien cette tâche est de travailler en équipe. Il sait également que de nombreux scientifiques dans le monde travaillent sur le suaire. Il lui apparaît donc que le plus simple est de mettre sur pied un groupe de recherche constitué de collègues ayant le même objectif. En 2002, j'ai constitué le groupe scientifique du suaire, qui comptait parmi ses membres de nombreux experts dans le monde entier.
Une fois le groupe formé, Fanti conclut qu'il n'existe qu'un seul moyen de mettre la main sur un échantillon, contacter le STURP, l'équipe qui a conduit l'examen scientifique du suaire en 1978. Le Vatican reconnaît seulement l'authenticité des échantillons prélevés en 1978 par le STURP. En tant que responsable du groupe scientifique du suaire, c'est Fanti qui contacte les experts du STURP. La réponse se fait attendre. Enfin, une enveloppe arrive par la poste. Le premier échantillon m'a été envoyé par Ray Rogers, qui n'était pas très doué pour envoyer des échantillons. Mais il y a un léger problème. Il avait mis une lamelle de verre contenant des fibres dans une simple enveloppe. Il a dû y avoir un problème durant le transport parce que la lamelle est arrivée brisée et l'enveloppe ouverte. Si les fibres étaient perdues, toute chance de mener la moindre expérience s'évanouirait. Il passe les morceaux de verre au peigne fin, à la recherche d'une ou plusieurs fibres. En observant au microscope, j'ai réussi à détecter une fibre parmi les débris de verre. J'ai eu beaucoup de chance de retrouver dans cette enveloppe la fibre qui m'avait été envoyée. Fanti dispose enfin d'une fibre du suaire officiellement reconnue par le Vatican. Ces expérimentations peuvent commencer. Dans son bureau de l'université de Padoue, le professeur songe à la situation exceptionnelle dans laquelle il se trouve. Il est en possession d'une fibre provenant de l'une des reliques les plus vénérées du monde chrétien. Le suaire auquel il a consacré une grande partie de son existence. Il est enfin en mesure de faire ce dont rêvent des dizaines de confrères. Mener ses propres expériences. Il établit un protocole expérimental divisé en 3 parties. J'ai découvert qu'il existait des méthodes alternatives pour dater le suaire. Il part du principe qu'en faisant la moyenne des résultats de ces tests, il approchera une datation exacte. Je suis convaincu qu'il est essentiel de diversifier les méthodes d'observation pour tester scientifiquement une hypothèse. La première expérience est un test de résistance. Tous les matériaux possèdent une certaine résistance qui diminue au cours du temps. La robustesse de la fibre du suaire indiquera l'âge du tissu. Pour réaliser cette expérience, Fanti a besoin d'un instrument de mesure très sophistiqué. Nous avons cherché un appareil capable de réaliser ce test. Il existe de nombreuses machines de traction des fibres dans le monde, mais elles servent plutôt à tester des fils et non des fibres très courtes, comme celle du suaire, qui mesure entre 1 et 2 mm. J'ai parcouru le monde, mais je n'ai pas réussi à trouver l'appareil capable de faire ça. Fanti dessine sa propre machine de traction. Nous avons conçu, assemblé et calibré cette nouvelle machine avec laquelle nous allions pouvoir réaliser notre test. Le professeur lance la procédure de test sur la fibre microscopique. Les résultats sont remarquables. La fibre aurait 900 ans de plus que l'âge obtenu par la datation au radiocarbone.
Au vu des propriétés mécaniques des fibres, le suaire date de 400 après Jésus-Christ. Nous en sommes sûrs à 95%. Nous avions la certitude que la datation au carbone 14 était erronée. C'est un retournement de situation étonnant. Mais s'il date de 400 après Jésus-Christ, le suaire ne peut être le drap sépulcral. Fanti continue ses expériences pour affiner ses résultats. Pour les 2 prochaines expériences, il compte utiliser un spectromètre à infrarouge et un laser. Ces tests permettront de mesurer les propriétés de réflexion de la lumière sur le tissu. Plus un matériau est ancien, moins il réfléchit la lumière. Les résultats sont sidérants. La fibre qui réfléchit très mal la lumière daterait de 200 ou 300 avant Jésus-Christ. 1500 ans de plus que la datation au carbone 14. Étape par étape, nous en sommes arrivés à ce résultat. Chaque fois que nous obtenions un résultat qui allait dans notre sens, nous étions très heureux. Le professeur Fanti a établi une série de dates très éloignées de la datation proposée en 1988. Il prend le parti de calculer la moyenne des 3 résultats pour obtenir une date approximative. 33 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire l'époque même de la vie de Jésus. Le monde entier prête enfin une oreille attentive aux travaux de Fanti. Ces résultats sont également reconnus par d'autres chercheurs travaillant sur le suaire. Je sais qu'il avance une date qui confirmerait qu'il s'agit du linceul du Christ. Toute recherche qui s'oriente dans cette direction a bien entendu ma bénédiction. Mais Fanti ne compte pas en rester là. S'il est convaincu d'avoir prouvé que le suaire datait de l'époque de Jésus-Christ, il lui reste encore à percer le plus grand secret de la relique. Comment l'image extraordinaire est-elle apparue sur le tissu? C'est une image fantomatique, capable de transporter les pèlerins qui viennent la contempler à Turin. Une image qui a confondu des siècles durant sceptiques et dévots. Le suaire de Turin est un peu comme le monstre du Loch Ness. Il y a ceux qui y croient dur comme fer et il y a les sceptiques. Ceux qui affirment qu'il s'agit d'un faux doivent m'expliquer comment un faussaire du Moyen-Âge a réussi à produire une image que la science moderne n'arrive pas à reproduire. Fanti est plus que jamais déterminé à lever le voile sur ce mystère. Les réponses les plus pragmatiques apportées à cette question balaient diverses techniques. Peinture, photographie ou même procédés chimiques. Mais rien ne permet d'expliquer pourquoi l'image est superficielle. Il y a eu beaucoup d'hypothèses pour expliquer la formation de l'image, mais aucune qui permette de comprendre tout ce qu'on voit. Quel autre phénomène naturel aurait pu laisser une telle impression sur le tissu? En tant que professeur en imagerie thermique, Fanti connaît bien les différents effets de l'électricité. Il s'oriente en particulier vers un phénomène appelé effet corona, qui peut être créé par une simple lampe à plasma. Cet effet peut produire une image sur un simple morceau de tissu
grâce à une décharge électrique. Si je touche la sphère, on voit une connexion qui s'établit avec mon doigt et une décharge. Pour reproduire une telle image sur le suaire, on peut utiliser un morceau de tissu et le placer sur la sphère. Si ma main touche le tissu, l'image apparaît sur la trame. Si je maintiens cette position à un certain temps, l'image produite possède de nombreuses similitudes avec l'image qui se trouve sur le suaire de Turin. Mais le professeur souhaite pousser l'expérience en produisant une image de la taille du Christ sur un morceau de tissu plus grand. Pour cela, il doit augmenter la charge et produire une tension de plusieurs centaines de milliers de volts. C'est difficile, car il faut produire des courants haute tension qui génèrent un champ électrique puissant et entraînent l'ionisation du gaz présent dans le milieu. Des jours durant, Fanti conduit des expériences au péril de sa vie, sans aucun succès. Quand j'ai conduit cette expérience, j'étais très curieux. Mais ça n'a pas duré, parce que les résultats étaient négatifs. La charge n'a pas laissé la moindre trace sur le matériau. Il retente sa chance, mais cette fois, il libère le maximum d'énergie disponible dans son laboratoire et bombarde le tissu de décharges électriques pendant 24 heures. Il obtient enfin un résultat. À son retour, une image est apparue. Il était nécessaire d'augmenter la tension. Il faut atteindre le potentiel électrique critique, 97 ou 98% de la charge maximale pour obtenir une image. L'examen du matériau confirme ses espoirs. Il s'agit de l'image la plus proche du suaire qu'il ait jamais vue. L'effet corona, ou effet couronne, a permis de produire l'image présentant les plus grandes similarités avec le suaire. Voilà 15 ans qu'en son fort intérieur, Fanti a demandé l'aide divine. Et plusieurs décennies se sont écoulées depuis sa rencontre manquée avec la relique qui a changé sa vie. Mais les résultats de ces expériences semblent valider une vie d'obsession et de persévérance. Fanti est enfin convaincu que le suaire n'est pas une contrefaçon médiévale. Il pourrait s'agir du drap sépulcral du Christ. Il reste cependant hanté par une question. S'il s'agit du véritable suaire, comment s'est produite la puissante décharge électrique qui a créé l'image sur le tissu? Fort des résultats de ces expérimentations, Fanti écarte toutes les hypothèses, toutes, sauf une, la plus controversée de toutes. L'arc électrique a été créé par un miracle divin. La conclusion la plus importante de l'analyse du suaire est qu'il a servi pour envelopper un homme qui a ressuscité. Fanti a l'intime conviction que le suaire de Turin est non seulement le drap mortuaire du Christ, mais qu'il contient également l'image de sa résurrection. Si le suaire de Turin est le linceul mortuaire du Christ, alors il s'agit aussi du linceul de la résurrection. Est-ce là sa signification profonde? À en croire Giulio Fanti, une fois les limites de la science atteintes, il convient de se laisser guider par sa foi. Selon moi, il est la preuve qu'il existe une vie après la mort.